Tout d'abord, bonjour et bienvenue à notre webinaire porté sur la gestion de projet. Je suis Samia et dans un premier temps, je vais vous présenter les 5 pièges à éviter. Alors, voici comment va s'articuler l'heure que nous allons passer ensemble. Dans un premier temps, nous verrons les études et les réussites et les échecs d'un projet avec une étude chiffrée. Ensuite, j'aurai besoin de vous et vous aurez vous-même besoin de votre téléphone pour un petit cas pratique. Pas de panique, rien de bien compliqué. Ensuite, nous analyserons vos résultats et suite à cette analyse, je vous apporterai les solutions au piège. Enfin, mon collègue Fabien vous fera une présentation de RD Manager, notre logiciel de suivi de projet. Puis, nous avons prévu un petit créneau d'échange d'une dizaine de minutes si vous avez des questions. Donc, si vous avez des questions sur ma présentation ou bien sur celle de mon collègue, je suggère de noter vos questions et on y répondra par la suite. Alors, donc, je vais me présenter un peu plus en détail. Donc, je suis Samia, je suis business développeur au sein des RDI Manager. Donc, j'ai fait mes études en marketing et en gestion de projet. Et il faut savoir aussi, d'un point de vue personnel, ce que j'aime dans la vie, ce sont les voyages. J'ai eu la chance de voyager aux 4 coins du monde. Mais récemment, il m'est venu une idée. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un voyage que très peu de personnes au final ont pu faire sur Terre? Je me suis dit, pourquoi pas aller sur la Lune? Au début, ça paraissait fou. Après tout, Elon Musk y a pensé, personne n'a rigolé. Donc, pour réaliser ce projet ambitieux, je me suis dit, il faut que je vois comment les autres ont fait. Mais au-delà de voir comment les autres ont fait, je me suis dit, il faut que je vois ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué, pour tirer le son de leurs erreurs. Donc, pour ce faire, je me suis concentrée sur le cas Challenger. Donc, est-ce que certains d'entre vous connaissent la mission Challenger? Vous pouvez me répondre dans le chat. Si vous ne connaissez pas et si vous voulez avoir plus de détails sur la mission Challenger, il y a une très bonne série sur Netflix, une série documentaire sur Netflix qui reprend tous les aspects. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Challenger, brièvement, c'était un programme spatial de la NASA dans les années 80. Donc, le but de Challenger était vraiment de redorer le blason de l'Amérique puissante. Donc, le but de la NASA était d'envoyer un maximum de fusées habitées. Et aussi pour ce faire, vraiment pour rebooster tout ça, ils se sont dit, on va envoyer d'autres gens que des astronautes. Donc, Challenger au total, c'était 10 vols. Sauf que le dernier s'est soldé par un échec, étant donné que le dernier vol de Challenger n'a duré que 73 secondes avant de totalement se désintégrer. Donc, je me suis dit, attends, moi je vais aller dans l'espace, il y a eu 9 vols qui ont été parfaits, il y en a un qui a été un échec, il faut tirer le son de ça. Donc, je ne suis pas astronaute, vous non plus, mais l'objectif, on va essayer de trouver ensemble qu'est-ce qui a fait que le projet a échoué. Et c'est un manque de planification, et c'est ce qui est grave, et c'est ce qui est quelque chose. Donc, pour cela, pour m'aider à réaliser mon projet, je vous suggère de prendre votre téléphone, de flash-coder le petit QR code qui est juste ici et de répondre à la question suivante. Donc, d'après votre expérience en gestion de projet, savoir qu'un projet, ça fait tout. Quelles sont les erreurs qui sont à l'origine de l'échec de cette mission? Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas astronaute, moi non plus. On peut avoir des idées. Selon vous, qu'est-ce qui a fait que le dernier vol de Challenger n'a duré que 73 secondes? Pour y répondre, flash-codez le petit QR code. Si vous n'avez pas votre téléphone, vous pouvez aller directement sur le site de Booklab et entrer le petit code de connexion. Je vous attends. Hop. Tac, tac, tac. Manque de communication, des problèmes techniques. Si vous voyez le même mot ou la même idée que vous, n'hésitez pas. Ce n'est pas grave. Ceci va faire grossir le nuage de mots et ça va mettre en lumière les plus grosses idées. Tac. Communication. Je vois de très bonnes réponses. Il y a peut-être des astronautes, en fait. Tac, tac, tac. Il y a la technique qui arrive en premier. Puis de lancement. Oui.
Et je le rappelle, hein, donc 10 envois de fusées habitées en seulement 3 ans. Sachant que nous étions dans les années 80. Je vois de très très bonnes réponses. Super. Hop. Incompréhension. Ok. Bon, je vous suggère de vous arrêter là et on va analyser ensemble les mots qui me donnent le plus. Donc, on voit le problème technique, le manque de communication, la planification. Je vois aussi l'ambition du projet. C'est très bien. Alors, donc, ici, on a une étude chiffrée de Information Week qui a demandé à des entreprises quelles étaient selon eux les causes d'échec projet. Donc, on voit en premier, il y a le manque de structuration. Donc, on a vu précédemment, il y a des personnes qui ont répondu qu'il y avait trop de lancements, effectivement. Donc là, on rentre dans un des premiers cas d'échec de projet qui est une exigence inadéquate. 10 lancements en 3 ans, sans être astronaute, on peut savoir que c'est beaucoup trop. Ensuite, pourquoi est-ce que des projets ne voient jamais le jour? Simplement car les porteurs de projets ont des objectifs beaucoup trop vagues. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à correctement centrer leurs objectifs. Ensuite, une des deuxièmes causes d'échec de projet, ça va être le manque de planification et d'anticipation. Dans l'anticipation, on va reporter les risques. Un projet sans risque n'existe pas. Et mal les définir, c'est ne pas pouvoir les anticiper. Ensuite, dans la planification, des gens vont sous-estimer ou surestimer le temps ou bien les coûts. Ensuite, on va retrouver le contexte. Qu'est-ce que c'est que le contexte? Supposons, vous voulez sortir une superbe application, mais le contexte social ne s'y prête pas. Donc, les dates de sortie sont aussi à prendre en compte. Aussi, on a vu dans le nuage de mots, il y a eu la communication. Le manque de communication est une des causes d'échec les plus fréquentes. Attention, la communication, ce n'est pas seulement parler avec votre équipe projet, c'est aussi parler avec les parties externes. Puis enfin, dernier problème lié au management. Votre entreprise peut changer de priorité, d'objectif, ou tout simplement peut diminuer votre budget. À l'inverse, donc, maintenant qu'on sait les échecs, moi je vais toujours aller dans l'espace, donc on va prendre les réussites. L'étude maintenant va se porter sur les clés de succès d'un projet. Donc à 14%, on a la méthode agile. 14%, c'est un peu faible, mais étant donné que beaucoup de gens ne savent pas réellement travailler en agile. Ensuite, à un quart, on a la communication. Donc, un quart des clés de succès de projet et la communication. On l'a vu précédemment en échec. Suivi de très près par l'encadrement, sachant que la communication et l'encadrement sont un des maîtres clés de la méthode agile. Et ensuite, à 32%, on a les compétences de l'équipe. On l'a vu précédemment dans le nuage de mots, les compétences de l'équipe. Comme je vous l'ai dit, Challenger a fait un recrutement de masse. Tout le monde n'était pas astronaute. Donc, fatalement, le tâche était, entre guillemets, inévitable. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, on va voir comment faire pour aller dans l'espace ensemble. Donc, pareil, je vais vous demander de reprendre votre téléphone. Là, maintenant, vous êtes chef de projet de la mission. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour aller dans l'espace? Pareil, je vous laisse flash-coder le petit QR code et je vais démarrer le nuage de mots. Je vous écoute. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour aller dans l'espace? Est-ce qu'il nous faut plus de communication? Est-ce qu'il faut plus structurer notre idée? Est-ce qu'il nous faut un meilleur budget? Planification en béton, très très bien. Je rappelle les causes d'échec, objectif trop vague, exigence inadéquate, la planification, le contexte, la surestimation du budget, le manque de communication et les problèmes liés au management, un changement d'objectif, un changement de priorité pour l'entreprise et une baisse budgétaire. Je vous rappelle les clés de réussite, la communication, les méthodes agiles, l'encadrement et les compétences de l'équipe. Vraiment, j'insiste, si vous voyez un mot qui ressort, n'hésitez pas à le revalider, ça va faire grossir votre idée. S'organiser, planifier. Pour ceux qui nous rejoignent, il n'y a plus le QR code, mais je vous propose d'aller sur Google, entrer le code qui est juste en haut de votre écran, SKMDLA, pour nous rejoindre et participer au nuage de mots. C'est bien, hein. Prévoir les contretemps, tout à fait. Mieux s'organiser.
structuré. Méthode agile, pas mal. Quelqu'un a écouté. Super. Il y a 3 mots qui ressortent et qui sont très importants. Structurer, communiquer, prévoir. Vous pouvez voir aussi dans le nuage de mots, les mots qui sont en lien direct sont de la même couleur. Par exemple, vous voyez, structurer, organiser, méthode agile, ça reste dans le vert. Prévoir les contretemps, planification. Ok. Écoutez, je vois que vous avez très bien compris. Pas besoin d'être astronaute, finalement, pour aller dans l'espace. Donc, effectivement, une des premières clés de succès d'un projet, ça va être donc la structuration. Okay. Comment est-ce qu'on va éviter le piège du manque de structuration? Alors, déjà, pour faire comprendre à quelqu'un votre projet, il doit déjà être clair dans votre tête. Donc, pour qu'il soit réellement clair, une des techniques que je peux vous donner, c'est d'utiliser la méthode du speech elevator. Qu'est-ce que c'est que le speech elevator? C'est un exercice, en fait, qui consiste à résumer votre projet en 2-3 minutes, le temps d'un trajet en ascenseur. Donc, l'idée, ça va être vraiment qu'en 2-3 minutes, une personne qui ne connaisse absolument rien à votre projet comprenne ce que vous voulez faire. Ensuite, on peut utiliser des outils comme le SMART sur la gauche pour comprendre le projet en un coup d'œil. Donc, moi, j'ai utilisé la méthode SMART pour notre projet. Donc, c'est quoi la spécificité? La mission sur la Lune. Comment est-ce que je peux mesurer mon projet? Grâce au budget, 800 millions de dollars. Ensuite, comment est-ce que c'est atteignable? Il me faut un équipage, il me faut des ingénieurs, et il me faut de la technique, et tout ça, il faut que tout ça soit opérationnel. Ensuite, dans la réalité, il me faut un budget, les compétences allouées et des délais assez fiables. On a vu 3 ans pour 10 lancements, le délai est vraiment trop short. Ensuite, on va aller calculer la temporalité. Donc, je vais me donner des deadlines et une bonne estimation. Je vais me laisser le temps. D'accord? Ensuite, vraiment, pour que ce soit clairement structuré, il faut utiliser des outils pertinents et surtout les faire adopter par votre équipe projet. Généralement, on est très rarement tout seul. Et vous voyez, par exemple, moi, j'ai fait un SMART, certains auraient pu faire un SWOT, certains auraient même pu faire un PESTEL ou co-caisse. Donc, l'outil le plus pertinent, il faut le faire adopter. Ensuite, sur la droite, vous voyez qu'il y a un triangle. C'est ce qu'on appelle le triangle d'or du projet. Donc là, l'exercice, ça va être vraiment de donner un équilibre entre la qualité, les coûts et le délai. Exemple. Pour mon projet, je veux une forte qualité, mais j'ai des coûts bas et un délai trop court. Le triangle ne peut pas tenir. Si je veux de la qualité, il me faut des coûts élevés et il me faut plus de temps. Et inversement, je veux une qualité, j'ai des longs délais, mais j'ai des coûts faibles. Pareil, donc vraiment l'exercice du triangle d'or, ça va vraiment être de trouver le bon équilibre pour que votre projet soit le plus viable et le plus structuré possible. Ensuite, après la structuration, on a vu une des échelles de projet était l'anticipation. Je le répète, un projet sans risque n'existe pas. Un projet sans risque n'est pas un projet. C'est juste une idée que vous avez en tête, ni plus ni moins. Ici, on a répertorié 5 types de risques auxquels beaucoup de projets sont confrontés. Donc, le premier, ça va être le risque financier. Donc, vous pouvez avoir une baisse de budget, vous pouvez avoir des coûts supérieurs à l'estimation, ou vous pouvez ne plus avoir d'argent durant la vie de votre projet. Ensuite, on a le risque dit humain. Donc, ça peut être un personnel absent, une personne qui quitte le projet, ou bien des conflits dans l'équipe. Imaginez, vous êtes une équipe de 7 astronautes, vous êtes dans l'espace, il y en a 2 qui s'embrouillent. Clairement, c'est pas bon. Ensuite, on a la temporalité. On l'a vu dans le SMART précédemment. Estimer ses délais. C'est très, très, très important, l'estimation temporelle. Il vaut mieux laisser une marge de sécurité plutôt que de voir trop court. Ensuite, d'un point de vue organisationnel, on a vu précédemment dans les échecs projets, le changement de politique dans l'entreprise. Supposons, vous faites un projet dit healthy, il y a un nouveau type de management qui s'est mis en place en haut, votre projet ne concorde pas avec l'esprit de l'entreprise. Ça peut arriver. Ensuite, il y a les problèmes dits techniques. On l'a beaucoup vu dans le nuage de mots. Les pannes, le matériel obsolète, des problèmes, tout ça est vraiment à prendre en compte. Ensuite, dans l'aspect extérieur, donc on va avoir les risques dits juridiques, la réglementation qui change, une nouvelle loi qui s'applique, de très fortes amendes. Tout ça est vraiment aussi à prendre en compte. Ensuite, dans l'aspect extérieur, on a toujours l'aspect environnemental. Est-ce que mon projet a un impact positif ou négatif sur l'environnement? Dans l'environnement, on va aussi compter la météo. Par exemple, pour le lancement de Challenger, les ingénieurs avaient interdit un lancement en cas de froid.
Savoir que déjà, le lancement a été retardé 2 fois, car on était au mois de janvier et il y avait des stalactites sous la fusée. Donc, une fois qu'on a identifié tous ces risques-là pour notre projet, et vraiment j'insiste sur tous ces risques-là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une matrice de risque. Donc, je vais continuer sur l'exemple de la météo. Donc, pour la météo, je vais lui donner une note de 1 à 5. Est-ce que la météo est négligeable, mineure, modérée, majeure ou bien catastrophique? D'accord? Donc, cette note, je vais la multiplier avec un indice de probabilité. Est-ce que c'est très probable qu'il fasse froid ou à l'inverse, très peu probable? Au mois de janvier, quand bien même nous sommes en Californie, en janvier, en Californie, il fait froid. Le produit des deux va nous donner un indice de risque, faible, modéré ou élevé. Donc, moi, j'ai énuméré quelques cas de risque pour Challenger et je les ai donc placés sur notre matrice. Donc, vous voyez la météo, je lui ai donné une note de 5 parce que c'est très probable qu'il fasse froid et c'est un risque majeur. Pas catastrophique, mais majeur. Et vous voyez, inconsciemment, même sans faire la somme du produit, avec les codes couleurs, on voit le risque. L'incident technique, on l'a vu, c'est probable un incident technique et fatalement, c'est catastrophique. Pour info, dans le Challenger, pourquoi la fusée s'est désintégrée? C'est un problème technique donc apparu au niveau des genoux. D'accord? Un astronaute qui est malade. Là, ça va être en orange. Et ainsi de suite. Et en fait, le fait d'avoir cette matrice et d'avoir ces risques visuellement, ça va forcément percuter notre attention. Moi aussi, ce que je vous conseille, lorsque vous avez fait cette matrice, c'est de l'imprimer et l'accrocher dans la salle de projet. Comme ça, tout le monde gardera ce risque en tête et ce sera plus facile de les anticiper et de les prévenir. Donc, on a structuré notre projet, on a prévu nos risques. Maintenant, on va pouvoir planifier. Donc, quand on va planifier, on va rédiger notre cahier des charges. Le cahier des charges en 3 mots, comme je l'ai écrit, concis, simple et organisé. Un cahier des charges bien rédigé, c'est une clé de succès projet. Vous assurez plus 50% de la réussite de votre projet. Ensuite, on va architecturer nos tâches. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Je reprends par exemple le cas de Challenger. Mes astronautes, je vais devoir les former. Je vais devoir les former à quoi? Au risque d'incendie, au risque d'atterrissage d'urgence, etc. Et en fait, je vais vraiment utiliser un système d'entonnoir pour créer une sorte de hiérarchie des tâches. D'accord? Ensuite, je vais travailler avec du matériel. Le matériel, il ne sera pas toujours forcément disponible en fonction des jalons. Donc ça, on va le retrouver dans ce qu'on appelle le plan de charge. Donc une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir commencer à rédiger mon diagramme de Gantt. Dans mon diagramme de Gantt, qu'est-ce que je vais retrouver? Des indicateurs. Donc ça peut être un code couleur en fonction des tâches et des lots de tâches. Dans mon diagramme de Gantt aussi, je vais devoir anticiper, que ce soit les jours fériés, les vacances de mes employés. Peut-être que votre projet va durer 3 ans, vous ne saurez pas si un tel ou un tel va aller en vacances, mais si par exemple une personne a des enfants, c'est très probable que pendant les vacances scolaires, cette personne prend quelques jours. Aussi, je vais prévoir un délai de sécurité. On l'a vu précédemment avec le risque temporel. Prévoir une marge. La marge, ça peut être une semaine comme ça peut être un mois. Et surtout, pareil, comme pour la matrice, je vais imprimer mon diagramme de Gantt. Je vais l'accrocher. Car on voit beaucoup d'entreprises qui font de jolis diagrammes de Gantt, mais qui laissent seulement sur leur logiciel de gestion. Imprimez-le. Il est visuel. Il faut que tout le monde le voit. Donc, le fait de le voir, ça va taper tout le monde. On ne va pas dire « Ah, on est déjà le 5 ». C'est vraiment pour éviter cette réaction-là. Donc, on a structuré, on a identifié nos risques, on a planifié. Donc maintenant, il ne manque plus qu'une chose, c'est notre équipage. Donc, un équipage, une dream team, avant de la composer, je vais devoir définir clairement ce que je veux. Ce que je veux, ce n'est pas seulement un ingénieur. Ce que je veux, ce n'est pas seulement un astronaute. Je veux vouloir certains types de profils. Est-ce que je veux des personnes plus dynamiques, certaines un peu plus discrètes, de personnes un peu plus bavardes? Qu'est-ce que je veux? Ça, vraiment, c'est vraiment à prendre en compte. Une fois que je sais exactement ce que je veux, que j'ai fait mon recrutement, donc on a vu pour Challenger, parce qu'il faut savoir que Challenger, il y a un recrutement de masse. Il y avait des gens qui recevaient des prospectus dans leur boîte aux lettres. Voulez-vous voyager dans l'espace? Donc, ça paraît fou, mais ça a existé. Donc, une fois que je sais exactement ce que je veux, ces personnes-là, je vais pouvoir leur attribuer des rôles et des responsabilités. Pourquoi est-ce que je vais attribuer des responsabilités? Car responsabiliser une personne, c'est indirectement tirer profit du meilleur de ses compétences. Avoir des responsabilités, c'est pas seulement avoir un poste. On voit beaucoup de gens dans l'entreprise qui ont un poste, qui ont une fonction. Là, non, je responsabilise mon équipe.
Cette personne sait qu'elle a du poids sur ses épaules. Donc, fatalement, elle va donner le meilleur de elle-même. Ensuite, une fois que je sens que cette personne est viable, je vais pouvoir lui donner des objectifs clairs et réalisables, que je vais pouvoir quantifier. J'insiste vraiment sur l'objectif clair et réalisable. On a des fois des chefs de projet ou même des managers qui donnent des objectifs, mais vagues. On l'a vu, le manque de structuration, c'est une cause d'échec projet. On a vu comment est-ce qu'il faut spécifier et clarifier l'objectif et surtout qu'il soit réalisable. Ne pas donner à quelqu'un une tâche ou un objectif comme ça vague. Pourquoi? Parce que si cette personne n'arrive pas à le faire, on peut la donner à une autre. Si cette autre personne n'arrive pas à le faire, fatalement, cette personne, je dirais pas, elle va être triste, mais elle va être déçue de ne pas pouvoir réaliser cette tâche. Et donc, si ce n'est pas réalisable, fatalement, vous allez entraîner une mauvaise ambiance au sein de votre équipe projet. Ensuite, aussi, pour qu'une équipe soit vraiment plus forte, il faut introduire des valeurs d'équipe. Pourquoi? Parce que ces valeurs vont fédérer votre équipe. Et une équipe fédérée, soudée, c'est une équipe qui travaille bien et qui aime faire son travail. Ça, on le néglige beaucoup. Les valeurs d'équipe, c'est vraiment une clé. D'accord? Donc, une fois qu'on a notre équipe, on va aller sur une des troisièmes causes d'échec projet qui est la communication. Attention, communiquer, c'est pas juste envoyer des mails, c'est pas juste parler à la machine à café. D'accord? Communiquer, c'est vraiment mettre toutes les informations disponibles au service de l'équipe projet. Et aussi, pour certaines informations, aux parties externes. Ça peut être à mes fournisseurs, ça peut être à mes sous-traitants. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, que ce soit avec les parties externes ou les parties internes, c'est d'introduire des rituels de communication. Pourquoi? Pour éviter d'aller à la pêche aux informations. Ou sinon, aller à la pêche dans les mails. Oui, mais je t'ai dit ça au mois de mars. Donc, tu m'as dit ça au mois de mars, on est au mois de décembre. D'accord? Mais à l'inverse, attention. Et là, c'est un des plus gros pièges. C'est d'éviter le syndrome dit du réunionnite. C'est-à-dire faire une réunion d'une heure. Au final, se dire, ouais, il faut qu'on se fasse une autre réunion vendredi. Ça, c'est un piège dans lequel beaucoup d'entreprises et beaucoup d'équipes projets tombent. On y tombe très facilement. Aussi, dans la réunionnite, ça va comprendre. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la réunion du lundi matin. On arrive lundi matin, on se pose, tout le monde, avec son petit café. Et la réunion peut très vite déborder. Vous êtes assis confortablement avec votre café ou bien votre thé. L'heure, elle peut passer très, très vite. Et généralement, il y a une personne qui va se lever en disant « Ah, j'ai un point, je dois faire ça. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au final, vous allez parler pendant une heure pour au final très peu de choses. Donc, aussi, une des astuces pour éviter ça, faites votre réunion debout. Vous verrez, debout, vous allez en venir directement en fait. Ensuite, quand vous allez faire votre réunion, pour préparer votre réunion, éditez un ordre du jour avec des thèmes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va parler, par exemple, des conditions de sécurité de la navette. Je vais passer 10 minutes sur ça, 15 minutes sur ça. Et on va se donner des petits timers. Comme ça, de cette façon, on est sûr de ne pas déborder et aller directement à l'essentiel. Et enfin, aussi, un dernier tip, rédiger des comptes rendus. Et surtout, il ne faut pas que ce soit tout le temps la même personne qui dirige les comptes rendus. Vous pouvez tourner dans l'équipe. Et en fait, le fait de rédiger un compte rendu, quand la personne va écrire, elle va dire « Ah ouais, mais au final, on n'a pas beaucoup parlé là. » Donc au final, qu'est-ce qui s'est dit dans la réunion? D'accord? Donc le fait de rédiger un compte rendu, on va savoir clairement. Et puis surtout aussi, il y a des personnes qui peuvent être absentes, d'être malades ou autres. Ou sinon, quelqu'un dans un autre point. Donc le fait d'avoir le compte rendu, on n'a pas besoin d'aller voir le collègue qui a peut-être oublié quelque chose. Là, on sait tout directement. D'accord? Donc maintenant qu'on a tout ça, on peut enfin travailler. Donc, on va faire plus que travailler, on va performer. OK? Donc, pour performer, comment est-ce que je vais savoir si mon équipe elle est efficace? Donc, déjà, je vais analyser mon diagramme de Gantt. Analyser mon diagramme de Gantt, ça va être très facile parce qu'il va être accroché. Donc, comme ça, je vais savoir directement où j'en suis. OK? Et ensuite, vous pouvez utiliser aussi un autre type, ça c'est beaucoup utilisé en R&D, c'est suivre les temps de chacun. Vous pouvez demander à votre équipe de noter, soit de manière journalière ou bien hebdomadaire, les temps qu'ils ont passés sur chaque thème, sur chaque tâche. De cette manière, par exemple, à la fin du mois, on peut se dire, bon là, tu as passé trop de temps sur cette tâche-là pour au final pas très peu de résultats, ou bien tu as passé trop de temps sur ça, qu'alors ce n'est pas la priorité. D'accord? Donc ça, vraiment, ça vous permet d'être beaucoup plus efficace. Ensuite, une fois qu'on a fait cette évaluation, on va donner des indicateurs à une tâche. Un indicateur, ça peut être très bien se dire, bon, on a commencé cette tâche il y a 3 semaines. Au vu des lots qui ont été faits, on n'est qu'à 30%, mais il ne nous reste que 2 semaines. Ah bah forcément, là, il reste 70% à faire.
Donc là, je peux donner un indicateur, que 30%, reste 70%. Ça, c'est un indicateur. Mettre en orange, ou bien même en rouge, c'est un indicateur. D'accord? Donc, il faut vraiment utiliser ça pour taper et booster son efficacité. Ensuite, et ça, on l'a vu, j'ai donné des objectifs clairs et quantifiables à mon équipe. Mais je peux aussi très bien les récompenser, ou bien même tout simplement saluer leur travail. Car on a tous le même réflexe. Ça, c'est comment? C'est de dire quand ça ne va pas. Mais en revanche, on dit très peu quand ça va. Clairement, une récompense, c'est pas forcément faire marcher quelqu'un la carotte. Se dire, bon, bah, on a fini un gros jalon, escape game pour tout le monde. Ou on peut faire un after work ou autre. Enfin, ça peut vraiment fonctionner comme ça. Ensuite, très, 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 très important. Vraiment, ça, je le souligne, que ce soit en gros, en gras. Avoir un journal de bord. Autant des pirates, les pirates avaient un journal de bord. Pourquoi diable, nous, en 2022, nous ne notons pas les faits marquants? Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas éternel dans un projet. Vous pouvez quitter l'entreprise. On a vu le risque humain, c'est un risque très important. Donc, de ce fait, quelqu'un qui va arriver dans votre projet ou qui va reprendre votre projet doit savoir ce qui s'est passé. Et puis surtout, noter les faits marquants, c'est très important. Dans les faits marquants, on va aussi retrouver les informations techniques. Je reprends le cas de Challenger. Qu'est-ce qui a fait que la fusée s'est crashée? C'est un problème au niveau des joints. Les ingénieurs l'avaient signalé, mais les dirigeants n'étaient pas au courant. Or, s'il y avait un journal collaboratif et tout le monde avait l'œil dessus, ça aurait tapé tout le monde. Vous voyez? Donc vraiment, noter. Et comme je vous l'ai dit, en plus des comptes rendus, on va noter un fait marquant. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Un fait marquant aussi, ça peut être tout simplement, j'ai eu rendez-vous avec un fournisseur, on a baissé notre tarif, voilà, en piégeant le nouveau contrat. Tout le monde est au courant. Et on n'a pas besoin d'aller à la pêche aux informations, dans les mails, dire oui, mais je t'avais envoyé en piège joint, ta. Ça ne marche pas, vraiment. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas éternel dans votre projet. Sinon, tout simplement, votre projet peut être transmis à notre équipe ou autre. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. Donc, pour éviter une passation de 2 semaines, une semaine, voire même un mois en fonction des projets, là, vous avez tout qui est écrit. Donc, fatalement, ça va faciliter le processus. Et aussi, surtout, je vous le souhaite, supposons que nous avons réussi à aller dans l'espace. Nous, humbles civils, notre projet, ça va devenir une Bible. D'autres vont pouvoir s'en inspirer. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, demain, nous se dit, bon, allez, on a le projet d'aller sur Mars, on va s'inspirer de notre projet sur la Lune. D'accord? Donc, je récapitule. Donc, première chose, structurez vos idées de manière claire et précise. Donc, technique du speech elevator, on fait un SMART. Et aussi, on fait un triangle de projet pour s'assurer de la viabilité. Ensuite, on prévient et on anticipe les risques. Je le répète, un projet sans risque n'existe pas. 5 typologies de risques. Pour mettre en lumière les risques, on fait une matrice de risque. D'accord? On multiplie l'indice et la probabilité qui nous donne l'incidence. Et ensuite, on peut le placer sur la matrice et on imprime la matrice pour que ça tape à tout le monde. Et attention, quand je dis on imprime, ça peut être bateau, mais on l'imprime en couleur. C'est mieux. Ça tape plus à l'aide. Ensuite, on va programmer et hiérarchiser nos tâches. Je vais faire un bon cahier des charges. Je vais avoir des thématiques WBS. Je vais utiliser un système d'entonnoir. Je vais rédiger un plan de charge. Et ensuite, je vais faire mon diagramme de Gantt. Le tout avec des couleurs et des indicateurs. Mais attention, trop de couleurs tue la couleur. Un diagramme de Gantt, ce n'est pas un arc-en-ciel. D'accord? Ensuite, je vais constituer mon équipe. Donc, je vais définir exactement le profil que je veux, pas les compétences. Enfin, pas que les compétences, pardon. Le savoir-être, le savoir-faire. C'est très important. Ensuite, mon équipe, je vais lui donner des objectifs clairs et réalisables. On souligne pareil, réalisables. Aussi, on va communiquer de manière proactive en évitant le réunionnit. On va éviter d'aller à la pêche aux informations. On va rédiger des comptes rendus de nos réunions. Nos réunions seront le plus short possible. On va se lever pour faire la réunion et surtout compte rendu. Et ce n'est pas la même personne qui écrit le compte rendu. On n'est plus à l'époque de l'Égypte antique, c'est fini les scripts. Ensuite, on va booster notre efficacité, voire même on va performer. Comment est-ce qu'on va faire? On va se donner des indicateurs. On va dire cette tâche-là, elle a été faite à 30%. On va analyser notre diagramme de Gantt. On n'a pas fait un diagramme de Gantt pour rien, donc aujourd'hui, il faut l'utiliser. Et enfin, le plus important, entretenir notre journal de bord. Noter nos faits marquants, les problèmes techniques qu'on a pu rencontrer. Assurer notre passation. Car je vous l'ai dit, vous n'êtes pas éternel dans un projet, ou une personne n'est pas éternelle dans un projet. Donc, voilà pour ma partie. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai par la suite. Je vais maintenant laisser la main à mon collègue Fabien
qui va vous faire une démonstration de RDI Manager et on va voir comment RDI Manager répond à ces pièges. Je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Tac, tac. Donc, je me présente. Je m'appelle Fabien Joseph et je suis chef de produit sur RDI Manager. Donc, pour la petite histoire, j'ai rejoint cette startup qui a été créée en février 2021 à sa naissance. Et je suis encore au sein de cette entité aujourd'hui en tant que chef de produit. Et je me charge donc de présenter la solution, mais aussi de récupérer les retours clients pour pouvoir améliorer l'application sur laquelle on travaille, qui est une solution justement au piège qu'on vous a présenté auparavant dans la gestion de projet. Donc ici, vous voyez, je me suis connecté en tant qu'administrateur sur notre application. Donc c'est une application qui est sous forme de SaaS, donc c'est-à-dire qu'on est sur une web app. On peut l'utiliser partout où on est, sur n'importe quel support. Donc c'est un gros avantage et on a accès à des serveurs très rapides et très, très fluides. Donc là, vous voyez, je m'appelle Albert Einstein aujourd'hui et je suis administrateur sur le compte. Donc j'aurai accès à tout et j'aurai tous les droits sur l'application. Donc là, on observe en premier lieu que un compte peut appartenir à plusieurs sociétés parce qu'effectivement, on peut avoir des projets dans plusieurs sociétés. Par exemple, quand on est chez Veolia, on peut avoir des projets chez PSA, enfin chez Stellantis aujourd'hui ou bien chez Renault. Donc là, on va cliquer, on va rentrer dans un profil société et vous allez observer que sur notre plateforme, il y a 3 dominantes. On va commencer par la première. La première dominante repose sur un dashboard qui est lui personnalisé et dans ce dashboard, on va avoir plusieurs informations qui sont très pertinentes par rapport au suivi du projet auquel on participe. Vous voyez les cartes qui défilent ici, ce sont des cartes d'actualité sur les différents projets et on voit que l'actualité est très, très, très précise. Donc on a de l'actualité sur de la modification de planification, sur l'ajout d'un fait marquant, ajout d'un fichier, nouveaux collaborateurs. Donc là, vraiment, l'information est très pertinente et en plus de ça, elle est exposée directement sur le dashboard de la personne concernée. Ensuite, on va avoir tout ce dont on parlait, des statistiques sur les projets où là, on va avoir une analyse macro et micro des temps passés sur les projets de l'utilisateur par rapport aux équipes. Donc ici, on va avoir plutôt l'analyse macro avec le nombre d'heures passées par projet au total par les équipes sous forme de graphe. Ici, on voit par exemple que le projet Quocit est le projet qui coûte le plus d'heures sur les équipes. Et ensuite, on a mes contributions. Donc ça, c'est un peu plus micro, où on va avoir le temps total que moi je passe, Albert Einstein passe en l'occurrence sur ce compte, et le temps total que les équipes ont passé sur les projets. Et on observe ici qu'on a les projets de type normaux, on va dire, ainsi que les projets RDI. Les projets RDI, je vais vous expliquer pourquoi dans la deuxième partie, on a cette appellation. Et ensuite, on a l'indicateur d'efficacité de vos projets. Comme vous disait Samia, l'efficacité, c'est super important. Et ici, elle est quantifiée sur la capacité des équipes à pouvoir réaliser les tâches prévues dans le temps imparti, en avance ou en retard. Et évidemment, si elles sont en retard, ça va tendre vers le rouge. Et si c'est en avance, ça va tendre vers le vert, ce qui est parfait. Et on a une analyse pluriannuelle des projets, donc qui peut grandement servir, par exemple, à des nouveaux collaborateurs ou bien à des chefs de projet qui ont besoin de faire un bilan sur les projets auxquels ils participent. Là, on voit le nombre de projets terminés en cours, suspendus et on va avoir des graphiques sur le nombre de projets qui sont de type RDI à 50 ou RDI à 30. Comme je vous ai dit, je rentrerai un peu plus dans les détails dans la deuxième partie. Donc voilà, cette page est évidemment exportable et vous pouvez en faire des rapports pour vos réunions. On va passer à la deuxième partie qui est notre journal collaboratif de projet. Donc ici, vous avez la liste des projets auxquels on participe. En tant qu'administrateur, on peut aussi accéder à tous les projets de la société, mais aussi à tous les projets de son équipe. Parce qu'il y a une fonctionnalité qui permet de paramétrer son chef d'équipe et ainsi, le chef d'équipe aura accès, un visuel à tous les projets de ses équipes, tout simplement. On observe qu'on a des rôles sur les projets. Il y en a 3. Il y a l'observateur,
le contributeur et le chef de projet. Donc l'observateur, il a juste un accès à l'information sur les différents projets. Il peut être interne à la société et externe, on peut les dissocier, c'est important pour la confidentialité, par exemple, quand on veut régler qui voit quoi. On a le contributeur qui, lui, va alimenter le journal collaboratif de projet, son activité sous forme de faits marquants. Et on a le chef de projet qui va régir tout le projet, qui va annoncer le budget, le nombre de TP, qui va pouvoir modifier les faits marquants, par exemple, de ses équipes, planifier le projet. Donc, vraiment un rôle de chef de projet à part entière. Donc, on va cliquer sur le projet, par exemple, sur le projet SUNT ici, où Albert Einstein est contributeur, mais on est aussi administrateur, donc on va avoir tous les accès, vous verrez. Donc, on observe ici qu'on a le titre du projet, le titre descriptif, et on va avoir les tags. Les tags, ils servent à justement faire marcher notre intelligence artificielle qu'on a mis en place sur l'application, qui permet de qualifier un projet de type RDI ou non. Tout simplement, ça repose sur toutes les actions qui vont être réalisées sur les projets, et en fait, ça va scorer certaines actions tout simplement, et on va en déduire des points par rapport à l'éligibilité. Et ça permet de gagner grandement en efficacité sur le choix de vos projets, et aussi lorsque vous avez, par exemple, pour des financements de l'innovation, vous pouvez tout de suite savoir quels sont les projets de type R&D. Donc, nous, elle est à 2 échelles. On a une échelle où si le projet est scoré au-dessus de 30 ça va s'afficher en orange. Ça veut dire qu'il y a une certaine incertitude sur l'éligibilité du projet au type RDI ou non. Et si c'est au-dessus de 50 là, on va être presque sûr que c'est un projet de type R&D. Donc, voilà comment se présente la page du journal collaboratif de projet. Vous voyez ici qu'on est sous la forme d'une timeline, un peu à la LinkedIn, Facebook, où toute l'information liée au projet est relatée. On sait qui a fait quoi et quand. Évidemment, quand on ajoute un fait marquant, on peut mettre une date qui est antérieure, pardon. Et c'est très pratique parce que on n'a pas forcément le temps de saisir un fait marquant juste après la réunion. On peut le saisir après, lors d'un moment calme. On a toutes ces fonctionnalités où lorsqu'on rédige un fait marquant, on peut ajouter des pièces jointes, ajouter des images. Quand on fait des essais, par exemple, on peut mettre des calculs, des schémas. C'est très, très pratique, et on peut également les commenter. Il faut savoir que tous ces faits marquants sont également liés avec le planning qui est ici. Donc on est sur un Gantt qui est très simple. On a vraiment toutes les fonctionnalités du suivi de tâches, et cetera. Là, en l'occurrence, Albert Einstein n'a pas de tâches sur ce projet, mais elles sont toutes simples. Elles sont présentées sous la forme de lots, tâches et sous-tâches et sous-sous-tâches, et on affecte les personnes, et dès que les personnes sont affectées, elles reçoivent une notification de par leur affectation, et ensuite elles reçoivent une notification pour leur dire que à 2 jours, attention, la tâche va bientôt se terminer. Et c'est de ce dont je vous parlais ici, qu'on pouvait lier les faits marquants au lot du planning. Ici, par exemple, sur l'étude bibliographique, on a tout de suite les faits marquants qui sont liés à cette étude. Évidemment, on a aussi la recherche de faits marquants, enfin de mots-clés dans les faits marquants, et elle est poussée jusqu'à rechercher les mots-clés dans les fichiers. Voilà pour cette fonctionnalité. On a tout rassemblé sur cette page de journal collaboratif, où on va avoir également un agenda de projet connecté. Ici, on a un calendrier des événements où on va pouvoir renseigner tous les événements liés au projet. Lorsqu'on les renseigne, évidemment, le calendrier est connecté à votre boîte mail, à Outlook ou Gmail. Et en fait, ça a une importance de créer ces événements sur RDI Manager, parce que lorsque l'on crée un événement, par exemple ici, si j'invite Maurice Martinez et Alice Legrand, si c'est une réunion d'1 heure, elle va être comptabilisée directement dans le suivi de temps de ces personnes-là, ce qui rend le temps en suivi semi-automatique, on va dire. Donc c'est très, très pratique. Ensuite, une partie dont Samia vous a parlé, qui était très importante, sur la partie KPI, on a des statistiques qui sont liées au projet. Ces statistiques, on les présente sous cette forme-là, où on va voir le nombre de faits marquants qui ont été ajoutés, le nombre de contributeurs, le score dont je vous parlais, qu'on peut voir par année, parce qu'un projet peut évoluer selon les années. Un résumé des tâches, tout simplement, où on voit les tâches en cours à venir ou terminées. Ça peut être très pratique quand on voit qu'il y a énormément de tâches à venir et beaucoup de tâches terminées. Et on a une analyse budgétaire où on va avoir le nombre d'heures prévisionnelles face au réel.
C'est tout simplement ça a été programmé par le chef de projet au préalable qui a quantifié le nombre de TP dont il avait besoin pour réaliser ce projet. Et on a le budget en heures, donc ça, c'est lorsqu'on a un budget alloué au projet, où on va mettre notre budget, prévisionnel versus le réel encore une fois et on peut ajouter nos dépenses, très facilement, via cet onglet. Ensuite, on a tout ce qui est indicateur de performance. Ici, on voit l'efficacité que vous avez vue, sur le dashboard, en premier lieu et là, c'est l'efficacité qui est propre à ce projet seulement. Et l'effectivité, c'est un autre KPI qui permet, de mesurer la complétude de toutes les tâches du projet. Donc, par exemple, là, s'il y avait 100 tâches, il y en a que 16 qui ont été, réalisées. Et on a également une analyse très, très intéressante en dessous qui permet de quantifier le temps passé en heures par collaborateur sur le projet. Donc ici, on voit que Albert Einstein a pas mal bossé au mois de mai et en septembre. Voilà, donc pour cette page, j'insiste sur le fait que ce journal collaboratif de projet permet, de saisir, l'activité qui a été réalisée sur les projets sous forme de faits marquants. Un fait marquant, ça relate une information très pertinente, qui qui, hem, qui va être archivée, qui va être gardée et c'est super important parce qu'aujourd'hui, les faits marquants, sont pas forcément, capitalisés sur une seule et même plateforme. Ils sont, capitalisés sur, des Teams, sur des Slack, par mail et il en vient très difficile de retrouver, l'information, pertinente sur les faits marquants, sur le projet, pardon et donc c'est pour ça qu'on a aussi, cette fonctionnalité qui, permet de capitaliser l'information pertinente. Évidemment, vu qu'on est sur un logiciel de suivi de projet, on a toute l'activité, en temps réel sur le projet, qui s'il y a eu des modifications, des créations, des suppressions et on peut bien évidemment exporter tout ce que je vous ai montré sous la forme d'un rapport d'activité pour la page des faits marquants, sous la forme d'un planning pour le Gantt et sous la forme de statistiques, que l'on peut choisir, sur la partie statistiques. Voilà pour, cette présentation du journal collaboratif. On va passer à la troisième partie qui est, le suivi de temps. Donc le suivi de temps, il est d'une importance, capitale dans la performance de vos projets. Hem D'abord, pour pouvoir mesurer la qualité du projet, mais aussi l'efficacité du projet, on a décidé de faire une approche simple pour, le suivi de temps où on l'a mis en pourcentage. Ça permet aux collaborateurs de les sensibiliser à cette, notion de gestion de projet qui est très importante et nous, on a encore poussé plus loin le trait. On a décidé de la rendre semi-automatique, comme je vous l'ai dit, avec l'interconnexion avec l'agenda, où ici on la voit en œuvre, où on nous dit que la valeur minimale ne peut pas être de 30 enfin doit être de 34 pardon. Parce que, Albert Einstein a eu, 34 de son temps alloué à des événements ou des réunions liées au projet. Donc c'est super important de pouvoir renseigner tout cela, facilement. Le suivi de temps, il est proposé à la journée, à la semaine ou au mois. I À la journée, ce sera en heures, mais au mois et à la semaine, ce sera en pourcentage. Donc c'est très simple et on a également, pour le rendre encore plus, réaliste, ce suivi de temps, un tableau des absences, de saisie des absences où on peut saisir une demi-journée ou une journée entière d'absence. Noter faci leurs indisponibilités par rapport au projet. Et on a une analyse aussi personnelle où on peut voir, le nombre d'heures que Albert Einstein passe sur chacun des projets auxquels il participe. Voilà le suivi de temps, donc il a une pertinence, très importante, notamment pour tout ce qui va être, les dispositifs de financement. Ça vous les connaissez, pour le CIR et le C2I par exemple, où on nous demande de justifier des heures. C'est pourquoi on a également la fonctionnalité de pouvoir exporter des feuilles de temps directement depuis l'application sous n'importe quel format, pour pouvoir les remodeler, très facilement. Voilà pour la présentation de RDI Manager. Évidemment, je voulais pas, je suis pas rentré, dans tous les détails. On a un système de notification aussi qui est très très inclusif, où on va pouvoir, avoir une newsletter, par exemple, tous les lundis matins, de toute l'activité qu'il y a eu sur les projets, enfin de tous les faits marquants qu'il y a eu sur les projets auxquels on participe. Donc ça, c'est vraiment cool, comme fonctionnalité. Et on a toutes ces notifications de rappel, jusqu'au rappel SMS, qui va permettre, en 2 clics, par exemple, de saisir ces temps. Voilà pour la présentation de l'outil. Est-ce que vous avez, des questions? Je vais venir avec Samia pour, y répondre.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour. Vous pouvez mettre votre micro hein, si vous voulez poser des questions. Pas de questions? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Adi de la société Solidaire. J'ai une question. Votre suivi du temps, est-ce qu'on peut exporter le temps au fichier Excel, par exemple, ou c'est juste un fichier PDF? Oui, le suivi de temps est exportable en Excel et en PDF. Et bientôt, il sera possible de remodeler sa feuille de temps directement sur l'application, ce qui est très pratique et ça évite de faire une conversion Excel ou PDF. D'accord. Merci. Merci. Ça a l'air très intéressant. Merci.